Migrants, immigrants, expatriés, réfugiés, apatrides, exilés, autant de mots pour désigner ceux qui se retrouvent loin de leur contrée de naissance et dont le statut et l'image sont un enjeu toujours bien d'actualité. J'ai visité récemment l'exposition Exil Regard d'artiste au Louvre-Lens et j'avais envie de vous parler un petit peu des exils célèbres de notre histoire, manière de réfléchir au sujet sous un autre angle que celui trop souvent proposé par les médias. Parce que oui, on l'oublie trop souvent, mais l'histoire de la France, elle est difficile à détacher de l'histoire des exilés, qui bien souvent nous fascine. Savez-vous quelle est la plus ancienne ville de France? Alors officiellement, pour le moment, c'est Marseille, qui a été fondée aux environs de 600 avant notre ère par des Grecs. Enfin, d'après les dernières fouilles archéologiques, Béziers aurait été fondé à peu près au même moment, ou une poignée d'années avant, par des Grecs également. Et en l'occurrence Marseille, d'abord Massalia, a été fondée par des colons issus de la ville de Phocée, c'est une cité en grec ionienne, donc située en Asie mineure sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. On parle de colons, mais quand on considère la distance et ce qu'implique ce genre de voyage et d'installation à l'époque, ce sont donc aussi surtout des aventuriers, des explorateurs et bien évidemment des exilés loin de leur pays d'origine. Et ils sont assez représentatifs de leur civilisation finalement. Les Grecs sont un peuple de navigateurs, de découvreurs, de marchands, de colons et aussi de guerriers, de grands testeurs de régime politique avec tous les remous que cela implique. Il n'y a donc pas vraiment de surprise dans le fait qu'ils aient eu au centre de leur imaginaire des récits de grands voyages, volontaires ou forcés, et donc, encore une fois, d'exil. L'une des histoires grecques les plus connues, c'est aussi celle de l'exilé le plus célèbre de l'histoire. On parle évidemment d'Ulysse. Dans l'Odyssée, célébrissime épopée rédigée aux environs du 8e siècle avant notre ère par Homère, on nous narre comment Ulysse, roi de l'île d'Ithaque, déjà parti de chez lui depuis des années pour participer à la guerre de Troie du côté des Grecs, et bien comment cet Ulysse, il met 10 ans de plus à rentrer car il subit la colère du dieu Poséidon. Au cours de son périple d'exilé, il doit faire face à des personnages dangereux comme la magicienne Circé ou le cyclope Polyphème et affronte de nombreuses épreuves dont la plus connue reste celle des sirènes. Une fois arrivé, il doit se confronter à des rivaux pour récupérer à la fois son trône et son épouse. Il y a une belle œuvre au Louvre-Lens à ce sujet d'ailleurs, une installation de nombreux carnets trempés dans les eaux et le sable de la Méditerranée, comme si elle pouvait elle-même nous raconter de nouvelles histoires de voyage. Évidemment, difficile de ne pas songer à celle d'Ulysse d'abord, mais difficile également de ne pas songer aux exils tragiques dont la mer est témoin ces dernières décennies. Bien sûr, en tant qu'Européens occidentaux, nous sommes familiarisés avec toute une tradition culturelle marquée par l'héritage grec. Et donc ce genre d'histoire d'exil et de voyage lointain, ça nous semble un petit peu familier. Mais à bien y regarder, les textes à caractère fondateur qui nous proposent des histoires d'exil, eh bien, ils sont légion, il y en a énormément. L'Énéide, c'est une histoire d'exil qui va mener à la création de Rome. La Bible est remplie d'exil et d'exilés, mais il y a aussi le Ramayana hindou, et on pourrait citer le mythe sumérien du voyage aux enfers de la déesse Inanna, l'histoire du dieu égyptien Osiris et d'autres encore. En fait, l'exil, ce n'est pas une péripétie anecdotique, c'est un récit puissant. Et d'ailleurs, l'exil dans l'histoire, ce ne sont pas seulement des mythes. Les exils, ça arrive de façon récurrente, et ce sont aussi des événements bien plus proches de nous. En fait, c'est précisément pour ça que ces mythes continuent à nous parler, et pour s'en convaincre, on peut explorer quelques histoires bien sourcées. L'exil avec la richesse, c'est une patrie. La pauvreté chez soi, c'est un exil. Par exemple, dans l'histoire, la liberté et l'indépendance dans la création artistique, on ne peut clairement pas dire que ça aille de soi. Il arrive donc souvent que des artistes et des créateurs se retrouvent en exil pour des raisons politiques. Il y a un cas là-dessus qui est absolument fascinant, c'est celui d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Vigée-Lebrun, c'est une peintresse qui fait une carrière proprement fulgurante à la fin du XVIIIe siècle. Dès ses 20 ans, elle est admise à participer aux séances publiques de l'Académie royale de peinture et de sculpture, sans en être membre pour autant. L'année suivante, en 1776, elle reçoit sa première commande de la cour. 2 ans après, elle devint peintresse officielle de la reine Marie-Antoinette. Parce que ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais à l'époque, on disait peintresse, même si le terme devient un peu péjoratif dans le courant du 19e siècle, et qu'aujourd'hui, il a un petit peu disparu. Comme quoi, le sujet de la féminisation des professions, c'est pas nouveau non plus. Bref, à cette époque, Vigée-Lebrun devient la peintresse officielle de la reine Marie-Antoinette. Oui, elle a seulement 23 ans. Donc forcément, lorsque la Révolution éclate en 1789, ça n'arrange pas vraiment ses affaires. Elle est menacée, elle laisse tous ses biens à son mari et part en exil, d'abord à Rome.
Ne pouvant rentrer en France malgré son souhait, car inscrite en 1792 sur la liste des émigrés et donc déchue de ses droits civiques, elle subit alors 12 ans d'exil forcé. Cependant, sa réputation la précède et lui ouvre triomphalement les portes des académies, des cours et des palais d'Europe, d'abord en Italie, puis en Autriche, en Allemagne et en Russie. Elle est autorisée à rentrer en France en 1800, elle reste royaliste bien évidemment, et peine à retrouver sa place dans la société nouvelle issue de la Révolution. Aussi, elle se réexile volontairement cette fois à Londres et en Suisse et fréquente la cour de Louis XVIII en exil. Rentrée pour de bon en 1809, elle se réjouit du retour de la monarchie en 1814, après la chute de l'Empire de Napoléon, et meurt à un âge avancé en 1842. Elle aura peint 900 tableaux aux quatre coins de l'Europe et reste ainsi une des plus grandes artistes de son temps. Dans un genre encore plus connu, il y a évidemment l'exil de l'écrivain Victor Hugo entre 1851 et 1870. Victor Hugo, en 1851, c'est déjà une personnalité nationale. Membre de l'Académie française depuis 1841 pour sa production littéraire, il s'est aussi engagé en politique et est devenu en 1845 membre de la Chambre des Pairs, l'équivalent du Sénat pendant la Restauration. En 1848, au moment de la Révolution qui accouche de la Deuxième République, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris, se fait élire député et s'oriente de plus en plus à gauche. Alors forcément, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir en 1851 par un coup d'État, ça fait des étincelles avec Victor Hugo. Après avoir incité au soulèvement, il doit pourtant filer clandestinement en Belgique. Quelques semaines plus tard, il est officiellement proscrit avec 65 autres députés. Commence alors un exil que Victor Hugo va surtout passer dans les îles anglo-normandes, d'abord à Jersey puis à Guernesey, où les ventes du recueil de poèmes Les Contemplations lui permettent d'acheter une maison plutôt cossue, et même une autre pour sa maîtresse, Juliette Drouet. Il écrit durant tout son exil, achevant par exemple Les Misérables, et ne rentre en France qu'en 1870, lorsque le Second Empire s'effondre. D'ailleurs, je suis sûr que si Victor Hugo avait été encore en vie, il se serait abonné à cette chaîne, donc n'hésitez pas à le faire également. L'exil, c'est la nudité du droit. Bon, cela dit, les gouvernants se retrouvent aussi bien sûr fréquemment en exil. Un certain auteur de fiction a fait dire à un personnage « Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt ». En fait, sur les périodes plus contemporaines, on pourrait plutôt reformuler la phrase en disant « Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on s'exile ». Ainsi, s'il y a des exils célèbres dans l'histoire nationale, c'est bien ceux de l'empereur Napoléon. Oui, je dis bien les exils car il y en a eu deux. Le premier est l'exil à l'île d'Elbe en 1814. Les armées coalisées finissent par envahir le territoire français et Napoléon Ier est forcé d'abdiquer sans condition. Il devient alors souverain de la principauté de l'île d'Elbe, une île à proximité de la Toscane en Italie, constituée exprès en état indépendant par le traité de Fontainebleau en avril 1814. Mais il reste moins d'un an dans cet exil, disons, plutôt confortable à l'époque. En février 1815, il a la bougeotte et donc débarque en France pour reprendre le pouvoir avant d'être à nouveau vaincu militairement à Waterloo en juin de la même année et de devoir repartir définitivement en exil, mais cette fois beaucoup plus loin de la France. On le place sur la petite île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, à 1900 km environ à l'ouest des côtes de l'actuel Angola. Il y occupe Longwood House, une modeste maison battue par les vents, où il garde le cérémonial impérial, mais où il est de plus en plus seul. Et surtout, il reste sous la surveillance de plusieurs milliers de soldats anglais, jusqu'à sa mort en 1821. Le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, goûte lui aussi à l'exil plusieurs fois dans sa vie. Oui, dans les dynasties, c'est parfois de famille. Le 12 janvier 1816, une loi bannit tous les Bonaparte du territoire français. Louis-Napoléon, qui a alors 5 ans, part en exil avec sa mère et partage sa vie entre la Suisse et l'Allemagne, puis s'installe quelques années plus tard à Rome, où il s'implique en faveur de l'unité italienne. Sa carrière politique, commencée dans l'exil, finit de la même manière. Rentré en France en 1848 et devenu président de la République, puis empereur des Français en 1852, la guerre franco-allemande de 1870 lui fait perdre sa couronne. En effet, le 2 septembre 1870, l'armée commandée par l'empereur est écrasée à Sedan et celui-ci décide de se rendre à l'ennemi prussien. Le 1er mars 1871, l'armée vote sa déchéance officielle et Napoléon III est alors libéré de captivité, puis rejoint sa famille déjà en exil à proximité de Londres. Il y reçoit des hôtes de marque, publie sa vision des événements et rêve de revenir au pouvoir comptant sur ses partisans en France, mais il meurt
en 1873. Le réel exil commence lorsque le présent est confisqué, quand on est condamné à rêver le temps d'avant et à attendre l'avenir. Il y aurait encore bien d'autres exemples d'exil intéressants dans l'histoire de France et du monde. Mais, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a une question qui se pose. Pourquoi ces histoires d'exil résonnent-elles en nous? Pourquoi le fait de raconter que tel ou tel personnage part en exil ou meurt en exil nous semble plus fascinant, plus romanesque que de raconter qu'il est tombé dans les escaliers ou qu'il a déménagé à 3 km de chez lui? En fait, c'est clairement pas un hasard si la mythologie nous offre de grandes histoires d'exil. L'exil constitue en fait un épisode de vie qui fait très bon ménage avec deux motifs narratifs qui occupent une place importante dans notre inconscient collectif: le voyage initiatique et la disparition mythifiée. Le voyage initiatique, dans lequel un héros se trouve confronté à des défis et des expériences qui le font évoluer, c'est un type de récit absolument récurrent dans toute la fiction. Le mythologue américain Joseph Campbell est allé encore plus loin, proposant le concept controversé de voyage du héros, qui serait justement le schéma narratif au fondement de tous les mythes du monde. Toujours est-il que ce type d'exil, comme tout voyage, il a une fin. Il constitue une suite d'épreuves qui forgent une destinée. Lorsqu'il se termine et que la personne concernée retrouve son pays, forte de cette expérience marquante aux yeux de tous, elle a acquis une nouvelle aura. Son séjour en exil peut facilement devenir une légende. Quant à ceux qui vont finir leur vie en exil, c'est un peu comme si celui-ci devenait un lieu à part entière. Du point de vue de ceux qui sont restés, c'est une sorte d'emplacement intermédiaire entre la réalité et la légende. L'exil, c'est finalement cette situation où l'exilé est suffisamment loin pour ne plus faire partie d'un réel palpable, mais encore suffisamment présent à notre univers pour ne pas être tout à fait de l'histoire ancienne. L'exilé devient en quelque sorte une figure éthérée et l'exil une disparition progressive. L'exil est une transition qui va justement permettre la construction d'une forme de légende autour du personnage d'exilé. C'est pour ça que les histoires d'exil nous interpellent autant, parce que un exil, ça a toujours quelque chose de dramatique et d'un peu romanesque. Et pour cause, le principe de base de l'exil, c'est que c'est un voyage. L'exil est donc toujours une bonne histoire ou un bon élément dans une histoire plus large. Et si l'histoire en tant que discipline est avant tout une science rigoureuse et qui se revendique comme telle, sa pratique implique de savoir la raconter. Un historien doit aussi être capable de mettre en récit les faits historiques qu'il analyse et expose à partir de ses sources. Au fil de l'histoire de France elle-même, certains l'ont bien compris et ont donc volontairement exploité le filon narratif de l'exil pour se mettre en scène. Les plus connus à ce titre sont sans aucun doute Victor Hugo et Napoléon Bonaparte. L'exil est un des événements qui leur a permis de devenir des figures légendaires. Victor Hugo a eu la finesse et le goût de s'appliquer sa fibre littéraire à lui-même, théâtralisant sa propre vie au fil des événements pour lui donner des allures d'épopée artistique et politique. Ainsi un exil tombe à point nommé et Hugo sait en jouer jusqu'au bout avec grandiloquence. D'ailleurs, en 1859, lorsque Napoléon III signe une amnistie pour tous les condamnés politiques, il refuse de rentrer en France et écrit « Quand la liberté rentrera, je rentrerai ». Tout cela n'échappe pas par exemple au pamphlétaire Paul Lafargue qui écrit sévèrement à l'occasion de la panthéonisation d'Hugo en 1885. Il fit de l'exil la plus retentissante des réclames. L'exil était l'enseigne criarde et aveuglante accrochée à sa boutique de librairie de Hauteville House. Napoléon Ier a également tout à fait conscience de la portée symbolique et narrative de son exil à Sainte-Hélène. Source de légende en elle-même, cette captivité au bout du monde a à l'époque mis les imaginations complètement en ébullition. L'historien Pierre Brandat note très justement « Sainte-Hélène semble mythique car éloignée, inconnue, c'est un peu comme l'île mystérieuse de Jules Verne ». C'est la vertu de l'exil lointain, un décor parfait pour disparaître dans la légende. Napoléon ne se prive pas d'en rajouter, il vend par exemple son argenterie pour lancer la rumeur selon laquelle les Anglais le laissent dans le dénuement, cultivant la figure du martyr, libérateur des peuples et maltraité par les monarchies. Et surtout, il semble refuser toute tentative d'évasion, craignant de finir sur les routes et donc dans la misère. Cela n'aurait pas été bon pour son passage à la postérité. D'autres comme Vigée-Lebrun ou Napoléon III subissent simplement l'exil sans chercher forcément à l'instrumentaliser dans une histoire personnelle. Mais bon, la valeur narrative du récit n'en est pas moindre. L'artiste réprouvé ou le souverain déchu, qu'ils exploitent ou pas leur déracinement, ils seront toujours des figures parfaitement romanesques.
C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'exposition du Louvre-Lens, proposer un regard d'artistes, anciens et contemporains, sur les questions d'exil, qu'ils soient eux-mêmes anciens ou contemporains. Je vous recommande vraiment d'aller la voir parce que si moi je vous ai proposé une piste de réflexion, le musée en propose des dizaines et des dizaines d'autres. Ce n'est qu'à 1 heure de Paris, j'y suis déjà allé plusieurs fois et les lieux valent vraiment le déplacement. Peut-être aussi que si les histoires d'exil interpellent autant notre imaginaire, c'est parce qu'elles font le pont parfait entre la grande histoire politique et sociale, celle des grands bouleversements, et puis finalement des figures historiques connues et des histoires plus personnelles, celles des gens et des familles. Car si les récits d'exil qui semblent les plus fascinants et exaltants sont ceux des figures mythologiques, des grands artistes et des têtes couronnées, l'exil, eh bien, c'est aussi celui des innombrables personnes qui, pour diverses raisons, ont dû quitter leur lieu d'origine dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, la question des exilés, elle est donc toujours d'actualité, comme en fait elle l'a toujours été. Elle est instrumentalisée pour fabriquer autant des figures de héros que des figures de méchants, et je conclus ce petit sujet avec une citation de Tolkien qui rappelle, comme l'exposition, que, d'une certaine manière, nous sommes tous et toutes des exilés. Nous aspirons tous à l'Éden, et nous l'apercevons constamment. Toute notre nature, la meilleure et la moins corrompue, la plus douce et la plus humaine, est encore imprégnée du sentiment de l'exil. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces questions d'exilés, qu'ils soient anciens ou très contemporains, mais pour ma part je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, partager la vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas bien sûr que l'histoire est vivante.